Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une d'actualité de ce mardi 12 décembre au Togo, c'est l'opposition qui boycotte les consultations. La coalition de l'opposition togolaise qui manifeste depuis plus de 3 mois contre le président Faure Gnassingbé a boycotté dans ce jour les consultations entamées par le gouvernement. Au Burundi, c'est le gouvernement burundais qui a imposé une contribution volontaire, dite volontaire, de la population pour financer les élections de 2020. Une ordonnance commune a été présentée hier lundi par les ministres de l'Intérieur et des Finances. Au Cameroun, c'est un kamikaze qui s'est fait exploser hier lundi dans une mosquée de Kerawa, située dans la région de l'extrême nord, frontalière avec le Nigeria. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mardi soir, nous revenons sur la situation en Libye, notamment dans les camps où des Africains subsahariens sont vendus comme des esclaves. Des sources concordantes affirment que dans d'autres villes du Maghreb, les subsahariens sont vendus. Cela semble avoir surpris certains et pourtant, des organisations humanitaires et d'autres structures bien avisées ont lancé l'alerte depuis plusieurs années et curieusement, l'Occident, les bien-pensants, ont fait fi de rien. Avec nous ce soir, un invité de marque, il s'appelle Patrick Mbeko, il est écrivain, il est analyste des questions africaines, géopolitologue, depuis Montréal pour nous éclairer sur la situation en Libye. Bonsoir Patrick Mbeko. Bonjour. Merci de notre invitation. Dites-nous à l'entame, comment expliquer ce silence qui a duré durant plusieurs années et pourtant des structures de droits de l'homme, des structures qui font dans l'humanitaire ont donné l'alerte. Comment comprendre cela, que l'Occident soit resté silencieux? C'est parce qu'en fait, cette affaire, d'une certaine manière, participait à consolider un état de fait voulu par l'Occident dans la mesure où l'Union européenne ne voulait pas de ces migrants-là chez elle, même après avoir déstabilisé la Libye. Et donc, c'est l'Union européenne qui a financé en grande partie le gouvernement libyen d'Al-Sarraj, qui est entouré des gens qui vendent des Africains et qui le maintiennent dans cet état d'esclavage. Donc, on peut comprendre le silence de l'Union européenne malgré les avertissements de plusieurs ONG, y compris de l'Organisation internationale des migrations. C'est vrai quand on vous entend, quand vous parlez du gouvernement libyen, la question s'impose aujourd'hui. La Libye, après l'assassinat du colonel Kadhafi, semble une poudrière, semble un bourbier. Qui tient la Libye aujourd'hui, à votre avis? Les milices lourdement armées. Et puis, on a 2 gouvernements qui sont soutenus par ces milices. Il y a des milices qui sont incontrôlables. Vous dites semble, on ne peut plus dire semble parce qu'en fait, la Libye n'existe pas comme État. On a un gouvernement qui a été imposé de l'Occident, le gouvernement de M. Al-Sarraj, qui, faut-il le rappeler, avant de s'installer à Tripoli, vivait quand même en Tunisie. Parce que pendant plusieurs semaines, ce gouvernement gérait le pays de la Tunisie, géré entre guillemets. Donc il a fallu que les milices de Misrata donnent leur appui, leur accord, pour que ce gouvernement s'installe dans une partie de Tripoli. Donc actuellement, en Libye, il y a 2 forces officiellement qui s'affrontent, mais autour de ces forces, il y a des milices qui ne sont pas totalement contrôlables. Voilà. Bien, je rappelle donc à ceux qui nous écoutent que vous venez de mettre sur la place publique un livre intitulé Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïra arabe libyenne de 1969 à 2011. Restez avec nous, Patrick Mbeko, on vous retrouve dans quelques secondes.
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Je vous disais donc tantôt que ce soir, nous recevons Patrick Mbeko. Il est écrivain, il est géopolitologue et également il est analyste des questions africaines. Ce soir, il nous éclaire donc sur les enjeux en présence donc dans la zone du Sahara depuis l'élimination du colonel Kadhafi. Aujourd'hui, la première question qui me vient à l'esprit est de comprendre pourquoi, à votre avis, le colonel Kadhafi, pourquoi il a été tué? On aurait pu l'attraper et lui faire un procès. Pourquoi l'avoir tué? Personne n'avait intérêt à arrêter Kadhafi, à le garder vivant, parce qu'il allait déballer bien des secrets d'État que les chefs d'État occidentaux voulaient garder, qu'ils voulaient en tout cas garder secret. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les raisons qui ont mené à l'assassinat de Kadhafi sont multiples. Dans le livre, j'explique qu'il y a eu d'abord beaucoup d'acteurs, il y a eu plusieurs acteurs, pas seulement la France, parce qu'on a tendance à croire que cette guerre avait été menée par la France, alors qu'en réalité, elle a été pilotée par les États-Unis qui ont sous-traité les opérations à la France, à la Grande-Bretagne, au Qatar et certains pays africains. Donc c'est ce qui s'est véritablement passé. Alors pourquoi? Parmi les acteurs, chacun avait des objectifs qui lui étaient propres. Vous avez le Qatar qui en voulait à Kadhafi par rapport à son gaz, parce que le Qatar voulait contrôler le gaz libyen pour surclasser l'Iran, avec qui il partage en fait une partie du gaz dans cette région. Il y a les États-Unis qui voulaient implanter Africom, mais Kadhafi ne voulait pas. En plus, Kadhafi avait menacé de nationaliser les compagnies pétrolières américaines, comme dans les années 70. Il y a la France qui avait ses objectifs stratégiques propres à elle, dont le pétrole, mettre la main sur le pétrole libyen, en plus d'étendre sa zone d'influence dans cette partie du monde. Il y avait j'ai parlé du Qatar, il y avait la Grande-Bretagne dont la position était très ambiguë en fait, parce que la Grande-Bretagne soutenait le rebelle et discutait secrètement avec le clan Kadhafi. Au cas où le clan Kadhafi avait le dessus sur les rebelles, la Grande-Bretagne allait être du bon côté de l'histoire. Donc il y a plusieurs raisons qui ont conduit à l'assassinat de Kadhafi, et ces raisons dépendaient des acteurs en présence. Mais l'acteur en chef, les États-Unis, voulait éliminer Kadhafi parce que Kadhafi était devenu un frein à l'émission des États-Unis sur le continent africain. Pourquoi la paix semble être difficile à imposer aujourd'hui en Libye? On ne peut pas imposer la paix quand on a plusieurs groupes armés qu'on ne peut pas contrôler. Je tiens à rappeler que dans le livre que je viens de publier, je reproduis un document des services secrets canadiens. Dans ce document, qui est daté du 15 mars, les services secrets disent clairement qu'au cas où, si on attaquait la Libye, si on déstabilisait la Libye, il allait y avoir une guerre civile sans fin. Et c'est ce qui s'est passé, parce que la Libye est un pays qui était gouverné sous forme de clans, de tribus. Et au-delà de cette réalité, il y a le fait que l'OTAN était allé chercher des islamistes, des combattants en Asie centrale, certains liés à Al-Qaïda, pour déstabiliser Kadhafi. Mais comment contrôler ce genre de personnes qui ne sont même pas libyens et qui se foutent en fait du bien-être des Libyens, qui peuvent déstabiliser le pays comme bon leur semble, et qui, en plus, à travers leur stratégie, les puissances occidentales, certaines d'entre elles en tout cas, trouvent leur compte, parce que les États-Unis n'ont pas besoin d'avoir en Libye un pouvoir fort, ils veulent un pouvoir faible. Alors, Khalifa Haftar n'est pas gérable, Assaraj n'est pas gérable, et les deux sont entourés des islamistes qui ne sont pas gérables. Donc, quelque part, on gouverne la Libye par le chaos. C'est une doctrine qui est très partagée par les stratèges non conservateurs américains. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil par rapport à tout ce qui se passe en Libye. L'Irak, aujourd'hui, il y a un gouvernement, mais ce n'est pas un pays qui est gouverné, qui n'est pas gouvernable. Donc, le gouvernement contrôle un pan du pays. Avec la défaite de l'État islamique, on pense que les choses vont revenir à l'ordre. Mais encore faut-il croiser les doigts. Je veux dire, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que les États-Unis, particulièrement, ont pris l'habitude de gouverner par le chaos, et ce qui se passe en Libye ne les dérange aucunement. Après ce reportage de CNN sur la vente à ciel ouvert aujourd'hui des esclaves subsahariens, des Noirs en Libye, il y a eu l'indignation et voilà, depuis un moment, on voit des mouvements, mais à ce jour encore, ils sont toujours tenus esclaves. Je veux dire, ils sont encore là. Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi il n'y a pas, voilà, comme on a vu dans d'autres pays, quand il fallait destituer un chef d'État, pourquoi on ne voit pas l'ONU ou des pays africains qui s'engagent pour aller libérer ces esclaves-là? Pourquoi? D'abord, il y a le fait que l'ONU est assujettie aux desiderata des grandes puissances. Et deuxièmement, est-ce que les États ont-ils le moyen de leur politique? Moi, je pense que dans le cas de la Libye, ils peuvent le faire. Mais encore faut-il regarder du côté des puissances occidentales, puisque la plupart des pays africains dépendent de ces puissances-là. Juste une parenthèse, il y a eu la réunion de l'Union africaine, l'Union européenne, l'Union africaine qui s'est tenue
en Côte d'Ivoire. Savez-vous que cette rencontre a été financée par l'Union européenne? Mais comment voulez-vous que les États africains aient les moyens, puissent manœuvrer quand ils n'ont même pas les moyens de leur politique, quand ils ne sont même pas capables de financer de simples rencontres sur le continent africain? C'est ça notre problème aussi. Et vu comme cela, Patrick Mbeko, aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements à gauche et à droite sur le continent outre-Atlantique et même ici en Occident, mais curieusement, il n'y a pas d'action directe, concrète. Qu'est-ce qui fait problème, en fait? Mais parce que, généralement, je vais être un peu brutal avec certains mouvements. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Africains sont beaucoup en mode réaction. Et généralement, ils ne prennent pas, et je le dis honnêtement, là, ça va déranger certains, mais ils ne prennent pas le temps d'étudier, d'analyser les situations en profondeur. CNN a annoncé cette histoire-là, on a parlé, les gens commencent à manifester sans comprendre les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le spectacle que dans l'analyse froide de la situation qui peut permettre, elle, des actions réfléchies. Voilà, on en est là. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous devons changer notre manière d'aborder ces choses-là. Regardez, moi j'ai publié le livre sur Kadhafi. Je parlais déjà de cette affaire des Noirs. On en a souvent parlé. Mais les Africains ont attendu que CNN leur en parle pour s'agiter. Et même quand CNN en parle, nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi CNN en parle maintenant, puisque les Américains sont au courant de tout, leurs services de renseignement sont au courant de tout. Il n'y a rien de ce qu'on dit aujourd'hui qui est nouveau, en tout cas pour tous ceux qui suivent les affaires libyennes depuis un moment. C'est que ce sont les Africains qui sont souvent réveillés et qui veulent qu'on leur dise, ils veulent que la vérité, entre guillemets, vienne des médias occidentaux qui, eux, ont des agendas qui ne cadrent nécessairement pas avec les intérêts des peuples africains et même du continent africain. Et alors, j'ai l'impression qu'on a également, c'est que, on a l'impression qu'il y aurait un agenda pensé par certains pour mettre sur pied une série d'actions. S'il y a eu du silence jusqu'à ce jour, on pourrait penser que le reporter de CNN pourrait être un déclencheur pour une action. Est-ce que cela serait une hypothèse à imaginer? Oui, mais ça dépend de qui. Parce que moi, je suis sûr d'une chose, c'est que dans les QG occidentaux, ça fait un moment qu'on discute sur l'opportunité de revenir officiellement en Libye. Officiellement, c'est parce que officieusement, les services de renseignement occidentaux sont quand même présents en Libye. On sait par exemple l'année passée qu'il y a eu 3 membres du service action, donc les forces spéciales de la DGSE qui ont été assassinés en Libye. Cela veut dire qu'ils sont présents. Et ces gens-là sont présents en Libye. Maintenant, si est-ce que tout cela, si CNN sort ce documentaire maintenant, la question est de savoir pourquoi maintenant et à quelle fin. Du côté africain, si on s'organise sérieusement, je pense qu'on peut mener des actions pour faire bouger les lignes. Mais encore faut-il que les chefs d'État africains s'y mettent véritablement, puisque eux, aujourd'hui, font semblant d'être surpris, alors qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ce coin du monde depuis un moment. Voilà. C'est tout de suite à l'antenne. Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Bien, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, que maintenant nous recevons ce soir Patrick Mbeko. Il est écrivain, géopolitologue et analyse des questions africaines. Depuis Montréal au Canada, il nous éclaire sur les dessous, les différents enjeux aujourd'hui en vigueur dans la zone, dans la Libye et au Maghreb. Et effectivement, on essaie de comprendre pourquoi depuis un mois, on a vu beaucoup d'émotions, mais curieusement, il n'y a pas eu d'action directe pour aller libérer les esclaves qui sont toujours en Libye. Pendant que Patrick Mbeko nous éclairait, apparemment nous a rejoint madame ou monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui, Ernest Montala. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la frontière suisse. Bien. Quelle est votre question? En fait, du coup, la question, je voulais d'abord féliciter Patrick Mbeko pour la sortie de son livre. Et la question, pour moi, c'est de faire une suggestion sur les événements que vous abordez dans votre émission. Donc, personnellement, je voulais apporter une petite contribution. Et ce n'est pas étonnant de voir ce qui se passe aujourd'hui en Libye, parce que nous savons très bien que depuis un moment, l'Union européenne cherchait un moyen de pouvoir mettre fin à l'afflux migratoire en Europe et avec Frontex. Et aujourd'hui, l'Afrique pense que l'Union européenne pourra intervenir, alors que nous-mêmes, nous devons d'abord faire la prise de conscience pour savoir
pourquoi il y a autant de mouvements, des masses qui veulent à toute région de l'Europe, l'Occident. Les vrais moyens, nous avons vu qu'effectivement, l'Union européenne, il n'y a aucune résolution ferme en termes des moyens, parce que nos dirigeants africains, ils savent pourquoi les Africains quittent leur continent pour rejoindre l'Europe. Nous devons mettre fin à cette affaire de dire qu'effectivement, c'est l'Occident, mais nous-mêmes, nous sommes d'abord responsables. Et si on fait l'analyse ou l'autopsie de ces mouvements, nous allons comprendre qu'au départ, avant que les personnes arrivent en Libye, c'est pas seulement la Libye, il y a d'autres pays aussi où les gens passent. Il y a aussi nous-mêmes les Africains qui participent aussi à ce trafic des migrants qui rapportent assez d'argent. Le plus important pour nous, c'est de faire une prise de conscience, de savoir quand est-ce que l'Afrique doit pouvoir se réveiller pour que nous puissions prendre notre destin en main. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien de dire, de critiquer les autres, de faire des spectacles, comme disait Patrick. Effectivement, nous sommes dans les spectacles. Nous avons fait des manifestations, nous avons fait des publications sur Facebook, et après, rien du tout. Il n'y a pas les vraies questions. Nous savons d'où ça vient. C'est une question d'élite de pouvoir, une question de leadership. La politique est loin avec la religion. Tant que nous n'allons pas comprendre que le rapport de force n'est pas une question de faire des réunions sans avoir des moyens. On n'a pas des moyens pour l'instant pour mettre fin à cette affaire. Tant que l'Africain n'a pas conscience que l'Afrique doit être résolue et gérée par les Africains, nous allons toujours continuer à plairer et après ça va encore continuer sous cette forme. Le plus important pour nous, c'est de savoir, de poser des vraies questions, de faire des vraies analyses, de savoir pourquoi aujourd'hui l'Afrique, c'est pas aujourd'hui. Nous pouvons même remonter plus loin, depuis l'époque de la colonisation. L'Afrique a toujours subi des choses, mais il n'y a pas toujours des leçons, il n'y a pas toujours des résolutions, déjà au niveau des Africains, pour que nous puissions prendre conscience. Bien, pardon de vous couper, j'entends ce que vous dites. Je ne voudrais pas être, comment on va dire ça? C'est pas la victimisation, mais je ne souhaiterais pas que ce soit aussi l'autoflagellation, parce que le souhait ce soir, c'est vraiment de comprendre les différents enjeux en présence dans cette zone-là. Parce qu'apparemment, les choses ont l'air simples, les Africains sont vendus. Et comme nous avons le privilège d'avoir ce soir Patrick Mbeko, le souhait, c'est qu'il puisse nous éclairer davantage. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Inès Moussala. Non, la question est simple. La question pour moi aujourd'hui, après avoir fait tout ce que nous avons fait comme manifestation, est-ce que nous avons compris les vrais enjeux sur ce qui se passe en Libye? Parce qu'aujourd'hui, la Libye n'est plus un État, et géré par un mouvement qui est rempli de terroristes aujourd'hui. La Libye, en tant qu'État, a déjà complètement disparu. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement en termes de moyens d'action pour mettre fin à cette affaire d'esclavage? Déjà en termes d'analyse des questions profondes pour faire des résolutions, pour arriver à dire effectivement que non, voilà, nous avons trouvé des vrais moyens. Bien. Patrick Mbeko. Allô? Oui, allez-y. Oui, allô, oui. Merci pour la question. Moi, je pense que ce genre de questions, il faut l'aborder de manière globale. L'une des erreurs que nous commettons souvent en Afrique, c'est d'aborder les questions, d'éviter d'aborder les questions de manière globale. C'est-à-dire qu'on aborde des pans au lieu d'aborder la question dans son ensemble. Ce qui fait que, généralement, les problèmes tendent à se répéter. Les problèmes reviennent toujours. Dans le cas de la Libye, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai dit dans l'une des interviews durant l'entretien à Afrique 24, il faut régler la question libyenne. Le problème dans la question libyenne, c'est que les Africains, les chefs des Africains ont regardé ça de très loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette affaire d'esclavage, avec tout ce qui vient avec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers il y a l'esclavage qui se commet, mais il y a un déploiement militaire important américain dans la région. Il ne faut pas oublier que le nom de cette opération contre la Libye s'appelle l'Aube de l'Odyssée. C'était en fait le début. Ce sont des codes qu'on donne à ces opérations. Et quand vous grattez un peu, vous comprenez que ce qui se passe là aujourd'hui, dans toute la région, pas seulement en Libye, mais jusqu'au Sahel, a été provoqué à dessein. C'était le début d'une opération d'envergure qui avait pour objet de s'emparer de tout le continent africain, surtout de l'Afrique subsaharienne. Parce que dans le plan du Grand Moyen-Orient, qui inclut la Libye, aujourd'hui, les stratèges américains ont poussé au-delà du Moyen-Orient. Ils considèrent jusqu'en Afrique subsaharienne comme étant l'extension de ce Grand Moyen-Orient-là. Donc, tout ce qui se passe n'est pas un hasard de l'histoire. Alors, s'il faut revenir à cette affaire d'esclaves libyens, il est vrai qu'il y a des problèmes dans nos pays. Beaucoup de gens l'ont dit. Moi, j'étais avec le Dissiar, il a insisté pour dire que le chef d'État africain, oui, c'est très bien. Mais si on analyse rigoureusement
il n'y a pas que le chef d'État africain. Il y a des politiques qui sont imposées à l'Afrique, les ajustements structurels, les consensus de Washington, tout ce qui vient avec, qui provoquent des dégâts sociaux importants et qui poussent les populations à s'en aller. Donc il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Mais aujourd'hui, l'urgence est de mobiliser les chefs d'État africains sur cette question. On envoie des avions. Il y a une réalité qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas tous les migrants qui sont identifiables dans ce désert-là. Ce ne sont pas des gens qui sont dans des endroits ouverts et on sait où ils sont. Non, pas du tout. Les migrants qui sont rapatriés, ce sont des gens qui sont à Tripoli qu'on peut facilement retrouver et rassembler. Mais les groupes armés retiennent ces gens-là comme esclaves dans des endroits qui sont inconnus de presque tout le monde. Peut-être pas des services occidentaux qui peuvent suivre à travers leurs satellites les mouvements des gens. Mais nous, les Africains, nous ne savons pas grand-chose de tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Nous rapatrions des gens qui sont à Tripoli, qui sont dans des régions, qui sont aux mains des milices, qui sont affiliés à des gouvernements qui sont, eux, affiliés à l'Occident. Mais nos frères qui sont faits prisonniers, traités comme des esclaves dans des endroits reculés, on ne sait même pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Et la plupart de ces rebelles, je vous ai parlé des gens qui ont été recrutés par la CIA à Mazar-e-Sharif, par exemple. Ces gens-là sont des fous, on ne sait même pas d'où ils viennent, ce sont des terroristes. Ils n'ont que faire de tout ce qui se passe aujourd'hui, du débat même sur les migrants africains. Ils n'ont que faire de ça. Parce qu'au fond, ils sont négrophobes, et de deux, c'est une business qui est très rentable. On dit aujourd'hui que ce commerce aujourd'hui rapporte plus d'1 milliard de dollars à la Libye. Donc c'est beaucoup plus que même le pétrole aujourd'hui qu'on a de la difficulté à exploiter dans le pays vu les combats qui règnent. Voyez-vous? Donc c'est un problème qui est complexe et qui demande une action concertée des chefs d'État africains. Et du côté de la population ou des populations africaines, s'il faut se mobiliser, il ne faut pas se mobiliser devant les ambassades libyennes, ça ne servira à rien. Il faut se mobiliser devant le Quai d'Or, c'est pour ceux qui sont en France, ou l'Élysée. Mais les gens ne le font pas, ils préfèrent faire des spectacles devant l'ambassade libyenne, l'ambassade d'un pays qui n'existe quasiment plus. C'est ça aussi le problème. Il faut éviter les spectacles et penser froidement à des pistes de solutions adéquates pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Bien, Patrick Mbeko, vous l'avez dit, des pistes de solutions à ce jour. Le bourbier qu'est devenu voilà, la Libye, la poudrière qu'est devenue la Libye aujourd'hui, d'où pourrait venir la solution? Des Africains. Les Africains peuvent le faire. Mais encore faut-il... Justement, quand vous dites les Africains, parce qu'aujourd'hui, on peut dire... Les chefs d'État. Voilà, allez-y, expliquez-nous. Les chefs d'État africains. Et comment? Les chefs d'État africains, mais il faut qu'ils se concertent et surtout qu'ils évitent de se mettre sous la botte de l'Occident. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que même s'ils prennent des décisions, au final, que va dire l'Occident de ce que nous allons faire? Vous savez, quand on bombardait la Libye, les chefs d'État africains ont pris la décision d'aller parler aux différents groupes qui s'affrontaient, le clan Kadhafi et les rebelles de Benghazi. Sarkozy a menacé de flinguer l'avion qui transportait le chef d'État africain. Et parmi les chefs d'État africains, parce qu'on semble l'oublier, il y a 3 pays qui ont voté la résolution 1973 qui a ouvert la voie au bombardement de la Libye. Vous avez un chef d'État africain parmi tous ces chefs d'État, qui est d'ailleurs glorifié par la plupart des Africains qui ignorent en fait son rôle d'agent étranger au service de Paul Kagame. Il est le seul chef d'État africain qui avait appelé au bombardement de la Libye. C'était le seul. Au moins, les 3 autres pays avaient voté la résolution sous pression occidentale. Mais Paul Kagame était le seul à dire qu'il faut bombarder la Libye. Aujourd'hui, j'entends ce que vous dites. Patrick, mais excusez-moi de vous couper. Mais aujourd'hui, il a à bras ouverts, il a souhaité accueillir ces migrants africains qui n'auraient pas de destination, par exemple. Mais c'est comme ça que Paul Kagame fonctionne. Paul Kagame a compris l'importance de la communication, contrairement à la plupart des chefs d'État d'Afrique francophone. Quand Paul Kagame dit qu'il est prêt à accueillir 30 000 migrants. Mais les gens qui l'écoutent, on a envie d'acclamer pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur. Mais on oublie une chose, c'est que le Rwanda est un pays qui a la plus forte démographie, la densité de population en Afrique. Il y a un problème démographique important. Et Kagame, il y a des dizaines de milliers de réfugiés rwandais à l'étranger dans les pays voisins que Kagame ne veut pas voir chez lui. Alors, les gens ne se posent pas la question de savoir, mais comment cet homme qui ne veut pas voir ses propres ressortissants revenir au Rwanda est prêt à accueillir 30 000 migrants de Libye, sans compter le fait que le Rwanda a signé un accord secret avec Israël pour le rapatriement de nos frères qui sont marginalisés en Israël au Rwanda. Et une fois au Rwanda, ces gens-là sont accueillis par un responsable israélien sur place. On va leur donner un peu d'argent
Après, on va les installer dans un hôtel. Et après, les autorités rwandaises vont les foutre dehors, vont les chasser chez eux, vont leur demander de partir chez eux. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Mais les Africains ne savent même pas. Les organismes de droits de l'homme, les organisations de droits de l'homme israéliens ont dénoncé cela. C'est ça le problème. Kagame fait de la com sur la misère des Africains. Il l'a fait durant le génocide, il le fait encore aujourd'hui. Les Africains qui ne comprennent pas le rôle de ce monsieur l'acclament. Est-ce que vous entendez ce que les Israéliens disent en Israël? On attend que Kagame devienne, prenne la présidence de l'Union africaine pour qu'on utilise le Rwanda comme port d'entrée pour l'influence israélienne en Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer devant les Africains, ils ne comprennent même pas. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau des chefs d'État africains. Nous avons des agents au service des intérêts étrangers. Comment trouver des solutions africaines au problème de l'Afrique quand l'Afrique est dirigée par des agents au service des intérêts étrangers? La question, je vous la pose de nouveau. D'où peut venir la solution? Parce qu'à votre avis, vous dites que la solution pourrait venir des dirigeants africains, sachant que, effectivement, à l'observation, beaucoup de pays africains, surtout ceux qui sont francophones en fait, et autres en fait, ne sont pas, ces dirigeants semblent ne pas être l'émanation du peuple. D'où peut venir la solution? Mais c'est ce qui est compliqué. Mais l'Afrique n'est pas que composée des dirigeants francophones. Il y a des dirigeants des autres États, des États anglophones par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de migrants nigérians là-bas. Il y a beaucoup de migrants camerounais là-bas. Il y a beaucoup de migrants des pays d'Afrique de l'Est là-bas. Il faut une concertation au niveau des États africains, mais de manière sérieuse, parce que si les Africains ne sont pas sérieux, il n'y aura pas de solution à la problématique des migrants là-bas, et par extension de la Libye. Parce que la Libye reste un pays africain, qu'on le veuille ou pas, et sa déstabilisation aura des répercussions sur l'ensemble de la région, y compris l'Afrique subsaharienne. Qu'on ne le veuille ou pas, et on est en train de le voir, on a vu au Mali. C'est-à-dire qu'il faut que les chefs d'État africains deviennent responsables. Mais le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, même quand il y a volonté, il y a parmi les chefs d'État africains des gens, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas l'émanation des populations africaines. Donc ces gens ne travaillent pas pour l'Afrique. Ils travaillent pour des intérêts qui les protègent et qui les soutiennent contre la volonté des peuples africains. On est devant un problème très complexe. Mais la solution ne peut et ne doit venir que de l'Afrique, parce que ce ne sont pas ceux qui ont créé le problème qui vont trouver des solutions au problème qu'ils ont créé, puisqu'ils se nourrissent de ce problème-là. À vous entendre, donc aujourd'hui, en fait, la solution, d'après ce que j'entends de vous, la solution n'est pas prête d'arriver, en sens que ceux des pays francophones, ou la plupart des pays, effectivement, d'où partent le plus grand nombre aujourd'hui des migrants qui viennent laisser leur vie sur les côtes occidentales, en fait, ils partent de là-bas et ils ne sont pas l'émanation de leur peuple. Et finalement, ils semblent même être sous. Je dois préciser qu'on a vu dans certains pays d'Afrique, notamment le Cameroun, des populations qui sont allées manifester devant la représentation diplomatique libyenne ont été arrêtées, chassées. Comme quoi, en fait, même s'exprimer, s'indigner n'est pas autorisé. La solution n'est pas prête d'arriver. Exactement. Que faut-il faire? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, l'un des problèmes qui se pose sur le continent, c'est qu'on attend que les problèmes s'aggravent pour qu'on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors, au lieu d'anticiper, d'éviter la catastrophe, on attend que la catastrophe arrive et après on se pose la question de savoir, mais on fait comment? Alors là, la solution devient très difficile parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. L'Afrique est convoitée. Nos chefs d'État, certains d'entre eux en tout cas, travaillent pour des intérêts étrangers. Il faudra aussi qu'il y ait des mobilisations au niveau de la base, parce qu'on parle de chefs d'État africains, mais on oublie la base. Aujourd'hui, il faut une mobilisation forte. Moi, je ne parle pas des manifestations, spectacles où des gens se mettent en valeur pour avoir des likes sur Facebook ou je ne sais quoi. Non, moi je parle d'une véritable mobilisation citoyenne. Parce qu'il faut qu'on arrive à changer les choses au niveau de nos États. Et les peuples en ont la capacité. Mais encore faut-il qu'ils soient bien orientés. Il y a un travail à faire. C'est-à-dire que nous devons aussi comprendre aujourd'hui que le salut de l'Afrique pourra prendre du temps. Mais il faudra avoir une certaine détermination. Nous devons comprendre ceci. Même en Occident où nous vivons, il y avait des tyrannies ici. À un moment donné, le peuple a décidé de prendre son destin en main. Ça a coûté. Des vies humaines ont été fauchées, mais c'était le prix à payer pour y arriver. Et l'Afrique doit comprendre aujourd'hui, les Africains doivent comprendre aujourd'hui que le salut coûte cher et il peut coûter des vies humaines. Nous avons des gens qui ne nous représentent pas. Nous n'allons pas nous asseoir là et les regarder à longueur de journée ou indéfiniment. À un moment donné, il faudra réagir, il faudra agir. Je vois des situations au Togo. On a vu au Burkina Faso, ça a été très vite récupéré. Mais
Quand il y a des mobilisations au Togo, est-ce que d'autres Africains, d'autres jeunesses africaines soutiennent-elles la jeunesse togolaise, par exemple? Non. On préfère débattre, on va passer du temps à débattre, par exemple, sur le franc CFA, ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui n'est pas en réalité, n'est pas prioritaire. Mais puisque ce débat permet à certains de se faire une certaine notoriété, permet à certains Africains de se saisir de ce débat qui est légitime et qui est important pour se faire d'un nom, on s'écarte de l'essentiel. Il y a un travail à faire à tous les niveaux aujourd'hui en Afrique, aussi bien au niveau de la base qu'au niveau du sommet chez nos chefs d'État. Voilà. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que la marche pour la dignité et pour la liberté n'est pas donnée, elle n'est pas facile, elle pourra prendre du temps, mais il faut de la détermination de la vision pour arriver à ses fins. Voilà. Merci beaucoup Patrick Mbeko pour votre contribution. On espère vous avoir prochainement pour nous éclairer sur d'autres situations sur le continent. Je rappelle donc à ceux qui se joignent à nous que maintenant que vous êtes écrivain et que le dernier livre que vous avez mis sur le marché est intitulé Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïra arabe libyenne de 1969 à 2011. Où peut-on trouver ces livres aujourd'hui, Patrick Mbeko? En Europe, vous pouvez trouver ça à la FNAC. Et puis dans certaines librairies aussi, ou encore sur Amazon.fr parce que c'est disponible, vous l'avez après 2 jours. La FNAC est souvent en rupture de stock parce que le livre était quand même beaucoup demandé. Et je tiens à rappeler aussi que nous avons eu quand même des soucis parce qu'il y a eu une tentative de sabotage au niveau du bouquin. Mais Dieu merci, tout va bien. Donc les gens peuvent le commander à la FNAC ou Présence africaine. Moi, je préfère vous diriger vers Présence africaine à Paris parce que ça, c'est de nous. Ou alors sur Amazon. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Matang sama, uwa milang mia wal manga, bikizwa purungono, ayong babi sogo. Ibor bangayen bokon bezamba, bedang mangana bezibi kwa bete, baba yemi zamana, mwali liga zubulete. Sirene bezulu, atia mwana namane bonto bezante, sirene bezulu. Yebo sabanza betal keka sirena zulu kali sene nila mana lore ke sirena zulu wame nama sebanga kaba yebo so sirena zulu zulu beba yemi dama kaba dina sirena zulu ye ke ko mama sirena zulu wo ko makamo sirena zulu. Suwa heter ngazai wer mani pur kamet ngazai banzang hom yasam amul mezik mesatan Beton zamba awo kalata le fulesi de temia kobe fulani temia kobe beti zamba awo ki Selene Zulu akia mone na mane bonta betanje Selene Zulu Yeba sabatabanza betal keka Selene Zulu kali sini nyira mana lore ke Selene Zulu Wanba namba sebanga kaba yeba so Selene Zulu Zulu beba yemi dama kaba dina Selene Zulu ye ke ko mama o Selene Zulu wo ko makamo Selene Zulu
Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Fois plus, bonsoir. Donc, retour dans ce studio 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest avant que c'était donc Patrick Mbeko qui nous éclairait sur les enjeux en présence actuellement en Libye où, à ce jour encore, des Africains sont détenus, sont vendus comme esclaves. Cette Libye du colonel Kadhafi qui a été assassiné en 2011. Nous repartons directement sur le continent où la coalition de l'opposition togolaise qui manifeste depuis plus de 3 mois contre le président Faure Gnassingbé a boycotté ce mardi les consultations entamées par le gouvernement. C'est une manœuvre de diversion. Nous sommes très vigilants, dit-il. Nous nous sommes concertés sur une réponse commune. Le gouvernement est disqualifié pour mener les consultations, a déclaré donc Mme Brigitte Adjamagbo Johnson, coordonnatrice de la coalition de l'opposition. Le gouvernement burundais a imposé une contribution dite volontaire de la population pour financer les élections de 2020. Une ordonnance commune a été présentée donc hier par les ministres de l'Intérieur et des Finances. L'opposition a dénoncé cette contribution qu'elle considère comme, je cite, un vol organisé. Gabriel Rufiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, souligne que cette ordonnance n'est pas un impôt volontaire. Pour nous, dit-il, c'est une taxe obligatoire au vu de l'article 70 de la Constitution qui stipule que la solidarité nationale est proclamée quand il y a une catastrophe naturelle, a-t-il déclaré. Selon lui, les élections ne peuvent pas être inscrites dans le cas de cette catastrophe naturelle. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Bien. Madame ou monsieur, bonsoir au téléphone. Bonsoir, monsieur. Oui, comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Choki. Bonsoir, Choki. On reconnaît la voix de Choki. Bien. Dites-nous, quelle est votre contribution à ce débat? Un peu débat, là. Donc, ça m'intéresse, votre sujet que vous annoncez ce soir. Donc, vous avez démarré déjà, non? Nous sommes lancés déjà et tout à l'heure, nous étions avec Patrick Mbeko qui est écrivain et géopolitologue. Il nous éclairait sur les enjeux en présence actuellement dans la guerre qui se livre, ou plutôt la poudrière qu'est devenue donc la Libye, où à ce jour encore, des subsahariens sont détenus et vendus comme esclaves. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, si on prend l'exemple de la Libye, la Libye, ce n'est pas un État existant. Donc, le problématique aujourd'hui, on ne croit pas qu'il n'y a que la Libye. Il y a d'autres pays qu'on ne parle pas, mais les conséquences de CNN, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de gens qui ont manifesté comme d'autres pays. Si vous prenez Liban, l'Arabie Saoudite, moi, je suis au courant depuis un certain temps de communautés comme des Éthiopiens qui sont traités comme des esclaves aussi dans d'autres pays, mais en même temps, une ouverture, on nous a ouvert les yeux, mais les conséquences aujourd'hui, c'est la responsabilité de nous tous qui concerne l'être humain. Il ne faut pas accepter ce qui se passe en Libye. Bien. Premièrement. Et oui, deuxièmement, je peux dire quelque chose qui me touche encore, c'est que l'Union africaine ne fait pas son boulot. Parce qu'aujourd'hui, une armée africaine se sont mobilisés, c'est eux qui auraient dû libérer nos frères et sœurs qui sont des otages, on traite comme des esclaves. Et c'est inacceptable que il ne faut pas attendre de personne. C'est à nous de s'organiser, de ne pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. C'est intolérable. Alors, Choki Ali Saïd, je vous prends au mot, et parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes un militant associatif, vous également à Lyon, vous êtes également un homme politique, les Lyonnais vous connaissent. Est-ce qu'à votre niveau, parce que vous dites que c'est une responsabilité collective, effectivement, est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu faire quelque chose à Lyon?
Mais on a manifesté il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, pour mobiliser la communauté nationale. Comme j'ai dit, je suis aussi français. En tant que français, en tant qu'un être humain qui est aussi en charge, comme on appelle, des grandes associations comme Dialogue en Humanité, moi, ça me touche encore plus qu'aujourd'hui, à la fin, comme on appelle, d'un siècle, où on se pose des questions, vivre ensemble et d'être, comme on appelle, traité aujourd'hui. On parle de l'esclavage et qu'on vend à 60 ou 60. Et je suis choqué que j'ai vu dans un siècle où je croyais on va vivre en harmonie. On vend encore des êtres humains. C'est inacceptable. Oui, moi j'ai réagi à ma façon, en écrivant, en essayant de mobiliser. Mais on ne peut pas faire tout seul. Un seul main ne peut pas se laver tout seul. Je suis d'accord avec vous. Il y a une mobilisation. Et Choki, ce soir, je rends un hommage à Radio Pluriel qui est en train de faire un débat avec un écrivain qui a une réflexion. Il part du 7e siècle. Et aujourd'hui, l'histoire du 7e siècle, on revient en arrière. Mais je ne peux pas accepter et c'est intolérable. Et j'ai même réagi en disant Macron va faire quelque chose. J'attends la réaction de la communauté internationale, mais je ne sais pas. Choki, pardonnez-moi de vous couper, j'insiste un tout petit peu, parce que vous êtes homme politique, il faut le reconnaître. Effectivement aussi, ceux qui ne sont pas à votre niveau attendent de vous. Après l'indignation, le président intervenant qui est Patrick Mbeko, il le disait effectivement, à son sens, c'est du spectacle, manifester. On a besoin aussi que les hommes politiques comme vous puissent agir. Après l'indignation qu'il y a eu, après la manifestation, est-ce que vous avez un agenda? Qu'est-ce qui va suivre? Par exemple, au niveau des Lyon, où vous êtes? Actuellement, on est en train de faire un courrier au président de la présidente de l'Union africaine, qui est en charge aujourd'hui, l'Union africaine, qui a dit qu'il va mobiliser, il y aura une réaction rapide de la communauté internationale, en particulier l'Union africaine. Et depuis maintenant 2 semaines, après le sommet de Côte d'Ivoire, j'attends toujours. On peut parler l'environnement. Si on ne s'occupe pas de l'être humain, on ne peut pas s'occuper de l'environnement. Aujourd'hui, il y a un sommet à Paris pour parler de l'environnement. Il faut parler de l'environnement de l'être humain et qu'on traite des esclaves. Et c'est pas acceptable. Moi, si je réagis ce soir, je suis en colère, mais en même temps, mon moyen en tant qu'un homme politique, je m'interroge, c'est pas la question politique, c'est la question d'être humain. Moi, j'en charge on organise des dialogues en humanité dans le monde et aujourd'hui, je suis en train de mobiliser aussi de Sénégal au Côte d'Ivoire, au Bénin, en Éthiopie. Il faut qu'il y ait une mobilisation, la société civile. Le gouvernement ne peut pas, je vais vous dire honnêtement, j'attendais une réaction rapide de l'Union africaine, mais je n'y crois plus l'Union africaine. Voilà. Ce soir, je suis déçu de la réaction, il n'y a rien qui bouge encore. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, donc c'est un Choki Ali Saïd qui est avec nous ce soir. Oui. Il est militant associatif et il est également homme politique. Choki Ali Saïd, restez avec nous. On va prendre notre second invité de ce soir qui est Louis-Marie Essemnémé. Bonsoir Louis-Marie Essemnémé. Bonsoir Noël et merci de votre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes même artiste et ce soir en fait c'est aux thérapeutes qu'on s'adresse. On aimerait comprendre, depuis le 7e siècle, on a vu les peuples arabes vendre des noirs. Plusieurs siècles après, on a vu également la traite des esclaves. Ils partaient de l'Europe cette fois-là. De nouveau aujourd'hui à ciel ouvert à Tripoli et dans d'autres villes du Maghreb, puisque plusieurs observateurs l'ont dit, on vend encore l'homme noir comme esclave. Est-ce qu'on peut comprendre, comment expliquer ce mépris, cette condescendance, cette haine, même puisque d'autres l'ont dit en fait qu'on crache sur les hommes noirs dans le Maghreb. Comment expliquer cela au fil des siècles, Louis-Marie Essemnémé? Alors, je crois que ce n'est pas seulement une question du Maghreb. Je vais essayer de ne pas être long, mais je ne vais pas reprendre toute l'explication sur ce qu'on appelle le racisme ou autre, mais je pense que votre question s'adresse à la négrophobie, principalement comme type de racisme. Bien entendu. Je comprends bien. Voilà. Donc,
si on parle de négrophobie et qu'on veut comprendre d'où vient cette négrophobie, il faut la mettre en miroir avec l'arianocratie. L'arianocratie qui est la tendance ou bien cette manière de considérer la race blanche comme étant supérieure, en sachant que chez les Africains subsahariens, l'arien ou la personne blanche, ce n'est pas seulement les personnes d'Europe. Un arabe est un blanc pour l'Africain, le subsaharien, dans l'imaginaire collectif. Un juif, un sémite est un blanc, parce que juif, bon, c'est en lien avec le judaïsme, mais un sémite est un blanc. C'est ici qu'on découvre la distinction entre les arabes, les sémites et les ariens. Donc, c'est pour ça que je les regroupe un petit peu tous dans cet imaginaire de l'arianocratie. Et donc, pour comprendre les relents qui amènent à avoir un certain rapport d'hostilité ou de mépris, parce que le racisme, en fait, c'est quoi? C'est une idéologie hiérarchisant les groupes humains en fonction de leur race. Donc, du coup, ce qui permet l'émergence d'un comportement d'hostilité, donc de haine, de mépris, d'asservissement, de rejet ou de déshumanisation, en sachant que la formule déshumanisante arrive avec, dans les années 1450, avec la bulle du la bulle papale. Voilà, la bulle papale Romanus Pontifex. Donc, on voit avec cette bulle papale qu'il y a quelque chose qui est antérieur à cette décision du pape et que ça puise dans les représentations, dans l'imaginaire et dans les mythes, la mythologie. Parce que les trois religions du livre que vous voyez possèdent un élément clé de compréhension de cette tendance à penser que la race blanche serait supérieure parce que la race noire, la couleur noire représenterait le diable d'une part, mais aussi que la race noire serait maudite. Il y a pas mal d'écrits qui parlent de la malédiction de Cham avec les enfants de Noé. Et les religions, il faut les entendre comme des formes organisées, structurées, des mythes. Parce qu'en fait, toutes les religions puisent dans les mythes. Et à partir du moment où ces mythes prennent des dimensions organisées, structurées, là, on obtient une religion. Et c'est là qu'on peut dire à ce moment aussi que le racisme devient donc à ce moment une doctrine. Louis-Marie, pardon de vous couper. Alors, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'effectivement, le racisme trouverait également ses sources. Enfin, le racisme anti-noir, bien entendu, trouverait également l'une des sources serait la religion, le christianisme. Ce n'est pas que l'une des pistes. Je suis en train de dire que la négrophobie, le racisme anti-noir, la tendance à considérer le noir comme un sous-homme, comme un homme inférieur, trouve sa source dans les religions qui ont constitué les civilisations venues, comment je peux dire, venues transformer l'Afrique, venues évangéliser, venues civiliser comme s'il n'y avait pas de civilisation. La bonne nouvelle. Les civilisations qui existaient là étaient des sous-civilisations, vous voyez. Et donc, qui sont un déni d'humanité, un déni de l'altérité. Ça, c'est ce que je précise sur la négrophobie. Maintenant, de manière plus générale sur les différents racismes, c'est un rapport à l'altérité par la suite. Parce que vous savez que le cerveau humain a cette capacité-là à assimiler et à construire des concepts à partir de l'expérience de vie, donc de l'expérience sociale, des pratiques sociales, mais aussi de la langue et la culture. Parce que ces éléments de complexe de supériorité du blanc, de complexe d'infériorité du noir, sont portés par la culture, par la langue, par les mots. Et donc le cerveau humain intègre ces éléments sous forme de stéréotypes, de préjugés, de représentations et qui apparaissent dans des généralisations attribuées à des groupes de personnes. Ça arrive aussi que chez des Africains, que des Noirs puissent avoir exprimé ces mêmes types de stéréotypes. Par exemple, en Afrique subsaharienne, être nanti, être bien,
avoir de la réussite, ça se disait dans le langage courant, dans le racisme ordinaire, être un blanc. Je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait un monsieur Ndongue-Somba qui était un commerçant de cacao qui avait réussi. On disait Ndongue-Somba Nentan, Ndongue-Somba est un blanc. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi le complexe d'infériorité du noir qui entretient même. Louis-Marie, excuse-moi de vous couper. Là, je comprends effectivement que autant d'un côté, on peut soupçonner par exemple ces personnes de race blanche dans leur inconscient de porter effectivement le germe de la condescendance et du mépris. Et autant aujourd'hui, on retrouve aussi chez les personnes de race noire, voilà, c'est ce sentiment ce complexe d'infériorité. Alors, d'infériorité, donc une forme ils acceptent d'être méprisés. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces religions et pourquoi ils acceptent cela? Pourquoi cela semble être accepté? Pourquoi? Comment le comprendre? Alors, oui, parce que vous disiez effectivement que dans votre inconscient, dans l'inconscient de beaucoup de Noirs, effectivement, réussir, être quelqu'un de respectable, c'est être un blanc. Vous disiez tout à l'heure, pour paraphraser votre pensée. Alors, pourquoi accepter cela? Voilà. Ça dépend des catégories sociales, mais ce que je veux dire à travers cela, c'est que les stéréotypes dont on parle, les préjugés et les représentations ont été assimilés aussi par des cerveaux africains, par des cerveaux noirs, et que ils peuvent devenir eux-mêmes sujets entretenant ce complexe d'infériorité qui leur est attribué et entretenant le complexe de supériorité de l'arien dans le grand ensemble que j'ai donné, c'est-à-dire les blancs. Et vous pouvez le voir, on peut aller plus loin dans une forme de désidentification à soi-même, c'est-à-dire qu'une manière un type de rejet de soi, de ses caractéristiques et de ses atouts identitaires du fait d'une préférence identitaire déracialisante. Je vais prendre un exemple pour ne pas employer que des mots pompeux. Quand je parle de préférence identitaire déracialisante, donc, regardez un peu dans la mode. On a l'impression que les Africains, ou surtout les Africaines, pour accéder au canon de beauté et de reconnaissance de beauté, ont besoin de se dépigmenter. C'est ça que j'appelle désidentification et une préférence identitaire autre, dont se dépigmenter en se démaquillant, en prenant des cheveux plutôt occidentaux. Ça, c'est quelque chose de courant à toutes les publicités aujourd'hui, même si quand on voit une publicité d'une africaine bien noire et tout, il y a un relent de nostalgie pour certains pour dire « Ah, quelle beauté !» Mais on va voir que dans la majorité, en termes d'esthétique, en termes de soins corporels, elles vont avoir tendance à se transformer. On a un célèbre exemple qui traduisait cette crise identitaire du noir ou de l'africain, c'est Michael Jackson. Bien, Louis-Marie, je suis désolé de vous couper. Effectivement, on avait besoin d'entendre ce que vous nous dites ce soir, qu'effectivement, le mal est plus profond, ou les mots sont beaucoup plus profonds que cela. On espère vous avoir prochainement pour essayer de comprendre davantage, en fait, cette difficulté qui aujourd'hui, c'est déséquilibre et ce complexe qu'on retrouve d'un côté comme de l'autre. On espère avoir... Ce sera avec plaisir. Très bien. Et au plaisir de vous retrouver. Au plaisir. Et surtout qu'on puisse parler aussi de qu'est-ce qu'on peut faire à la place, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir. Les pistes de solutions. Merci. Au revoir. D'accord. Ok, merci. Au revoir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, mes auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Avant de vous quitter, nous allons prendre cette dernière brève en provenance du Cameroun. Un kamikaze qui s'est fait exploser hier lundi dans une mosquée de Kerawa, située dans la région de l'extrême nord frontalière avec le Nigeria. Selon un témoin, un kamikaze est entré dans la mosquée alors que la prière du matin s'était achevée. Le bilan aurait pu être très lourd si tous les fidèles avaient été encore sur place au moment de l'attaque, a-t-il ajouté. Tam Tam Tropical arrive à son terme. Amis auditeurs, merci d'avoir été les nôtres. Ce soir, on avait comme invité l'écrivain et analyse des questions africaines, géopolitologue Patrick Mbeko depuis Montréal, et en France, c'est précisément à Lyon, c'était Louis-Marie Essemneme, qui est psychologue clinicien, qui nous expliquait pourquoi aujourd'hui on trouve cette fracture entre blanc et noir.
Rendez-vous est pris donc mardi prochain pour notre édition de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio